Easypopulation, en fait, c'est 20 années de recherche de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif. Et pour expliquer simplement, je suis parti de l'exemple du foie. Donc, vous savez que le foie, il y a un arbre vasculaire. Quand on a un arbre malade dans une ville, on le coupe, on le remplace, on appelle ça une transplantation chez nous. Et puis des fois, quand c'est dans notre jardin, on va éviter de couper tout l'arbre, ça coûte cher, on va couper que la branche malade. Ça, c'est la chirurgie évidemment conservatrice qu'on essaye de réaliser. Il faut garder un minimum de tissu sain, sinon on a une insuffisance, tout ça c'est bien connu bien sûr. Évidemment, la difficulté c'est de savoir quelle branche couper parce qu'on ne la voit pas dans la vraie vie comme on le voit ici avec ce schéma. Autre possibilité, on va planter une aiguille pour détruire la tumeur, plusieurs types de thermoablation, par le chaud, par le froid. Aujourd'hui, vous savez qu'entre 1 et 3 cm, il faudrait faire ça en priorité. En tout cas, en Asie, c'est clairement démontré. C'est très efficace. On peut faire de l'embolisation quand on n'a pas assez de volume restant, ou de la chimio-embolisation si on veut traiter localement. Là encore, il va falloir choisir le bon vaisseau. Et puis, on peut faire de la radiothérapie qui va permettre de détruire, et notamment avec les nouveaux systèmes tels que le CyberKnife, on peut même faire ça de façon très efficace. Alors en fait, toutes ces techniques posent quand même un problème, c'est que derrière, le patient, lui, il n'est pas transparent. Et évidemment, pour pouvoir viser à l'intérieur, nous, il nous faudrait une vue en transparence. Alors il y a un personnage qui le fait très bien, c'est Superman. Il voit à travers les gens grâce à sa vision rayon X. Alors nous, la seule vision qu'on a en rayon X, c'est celle-ci. C'est une image médicale qui est fournie en coupe. Alors c'est pareil avec l'IRM, même si c'est pas avec le rayon X. C'est-à-dire qu'en fait, on nous fournit une image du patient comme s'il était découpé en rondelles. Et dans la vraie vie, les patients ne sont pas découpés en rondelles. C'est très compliqué à analyser cette image. On n'est pas du tout fait pour ça, nous, êtres humains. Nos yeux ne sont pas du tout faits pour ça. Résultat, on a énormément d'erreurs de diagnostic. Et quand je dis énormément, les chiffres sont vraiment effarants. Si on prend vraiment la fourchette basse, c'est-à-dire 4% d'erreurs, c'est les meilleurs chiffres en termes de bas, on arrive à 520 000 erreurs de diagnostic par an en France. Alors heureusement, je le dis tout de suite, heureusement, sur ces 520 000 erreurs, il y en a finalement peu qui arrivent au bout à des erreurs chirurgicales. Mais il y en a encore beaucoup. Et si on regarde les chiffres de 2012, l'enquête de l'adresse, c'est entre 60 000 et 92 000 erreurs évitables graves, dont 20% de ces erreurs sont dues à des erreurs de diagnostic ou de choix thérapeutique à cause de l'image initiale. Donc, on a beau corriger une grande partie des erreurs avec le processus où on a une double lecture des chirurgiens, il reste des problèmes. Alors pourquoi je vous montre maintenant Iron Man? Alors, on ne peut pas être Superman, mais on a la chance de pouvoir être Iron Man, parce qu'en fait Iron Man, c'est un être humain normal, sauf qu'il est équipé d'un système qu'on peut reproduire. Donc on pourrait reproduire ça pour tous les chirurgiens. Et la particularité de ce système, on le voit ici dans la vidéo, c'est qu'il utilise de l'intelligence artificielle et des systèmes de vision qui permettent, vous voyez, de faire de la réalité augmentée, c'est-à-dire d'augmenter les capacités de l'utilisateur. Alors ça va même plus loin avec la robotique. Alors, si on prend l'exemple dans notre cas, on a une image qui nous est donnée comme cela, avec tumeur localisée au bout de la lèvre par un médiane droite dans le segment 8, c'est-à-dire qu'on a transformé une image magnifique en 3D en un texte. C'est exactement comme vous dire demain on a rendez-vous bâtiment localisé au bout de l'avenue Général Leclerc dans le 14e, en vous donnant que la photo satellite, parce que toutes les villes de France ont une avenue Général Leclerc, comme tous les patients ont un événement par médiane droite. Et bien sûr, dans la vraie vie, si je vous demandais d'aller là, vous allez faire comme moi, vous allez prendre votre GPS, c'est-à-dire une cartographie qui a été extraite de l'image. Alors, cette cartographie, elle est personnelle à chaque ville. Comme on a plein de patients, est-ce qu'on peut faire une cartographie? Là, ce que je vais faire, je vais un petit peu arrêter la vidéo, ça va être trop loin, il faut vite. Ce que je vais vous montrer, c'est comment ça fonctionne finalement le système d'intelligence artificielle avec l'apprentissage. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Murphy. C'est un artiste qui a créé en fait des œuvres d'art que vous pouvez voir ici. Là, si vous n'avez jamais vu d'œuvre de Michael Murphy, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce qui se passe, si ce n'est que c'est des objets accrochés à des fils. Bon, c'est sympa. On va reconnaître pas mal d'objets. Ok, c'est de l'art. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Maintenant, je vais vous apprendre, je vais mettre en place une méthode d'apprentissage comme on le ferait avec un système d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, je vais augmenter votre connaissance en vous donnant la réalité de l'analyse. C'est-à-dire comment il faut analyser finalement cette image. Voilà comment il faut analyser cette image. Pardon. Voilà. Et je vous donne un deuxième exemple de Murphy. Donc, j'augmente votre base de connaissances. Et vous voyez qu'en fait, en changeant de point de vue, les objets qui représentent peut-être des choses concrètes ou pas, quand on est dans le bon point de vue, on découvre quelque chose. C'est exactement ça finalement, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a une connaissance peut-être de certains objets, mais on ne va pas forcément tout reconnaître du premier coup. Et quand on reprend maintenant donc ces objets, maintenant qu'on sait comment regarder l'œuvre, on va chercher quel est le point de vue qui va me permettre de voir quelque chose. Avant on ne le savait pas, parce qu'on n'avait pas de notion de connaissance, maintenant on le sait, on va trouver quelque chose. Donc l'intelligence artificielle c'est exactement ça.
on va donner à la machine de la connaissance qui va lui permettre de voir, parce qu'elle va se mettre au bon endroit, toute seule, là où nous, pourtant, on va être perdu, parce que nous, on va ne voir de la donnée que cette multitude de points éparses, c'est-à-dire qu'on a une quantité de données médicales aujourd'hui qui est massive, un peu comme tous ces points, et on n'arrive pas à la regarder du bon côté. L'intelligence artificielle va nous permettre de regarder du bon côté, et c'est par l'apprentissage qu'on y arrive. C'est exactement ça. Après, informatiquement, mathématiquement, c'est un petit peu plus complexe. On a des images de ce type. Dans cette image, il y a un objet, vous ne le voyez pas, pourtant il est présent. On va lancer un algorithme, il va détecter dans l'image des choses. Vous voyez ici, il détecte des choses, et voilà l'objet qui est présent. En 3D, on ne le voit pas bien parce que c'est en coupe. Mais maintenant, si je superpose chacune des coupes où j'ai détecté ces structures roses, on va reconnaître l'objet assez facilement grâce à une reconstruction en 3D. Ça, c'est le principe du traitement d'image médicale qui a été développé par Visible Patient. Donc, à partir de là, on prend une image médicale, on en extrait la cartographie, on superpose les coupes, on obtient un modèle 3D, et de ce modèle, on peut simuler l'opération avant même de la réaliser. Ça marche à partir de scanners ou d'IRM standards qui sont envoyés en ligne pour éviter d'augmenter les dépenses de l'hôpital, parce que c'est toujours un problème. Si on devait multiplier le nombre de machines où il faudrait acheter ça, dans chaque hôpital il faudrait former le personnel, etc., ce serait trop coûteux. C'est comme l'analyse de sang pour le généraliste. S'il devait acheter lui-même les analyses, ça serait trop coûteux. Donc on a créé un laboratoire d'analyse de l'image qui lui va rentabiliser sur le nombre d'hôpitaux. Et vous voyez le résultat, on lance les algos, c'est contrôlé par 2 manipulateurs en radiologie, l'un après l'autre, ça s'appelle un double check pour enlever toutes les erreurs, parce qu'on est beaucoup plus performant à retirer l'erreur de son voisin que la sienne. Et au final, on renvoie le résultat au chirurgien qui va pouvoir préparer l'acte. Concrètement, c'est extrêmement rentable pour l'acte. On a fait plus de 3000 patients aujourd'hui qui ont été traités grâce à ce type d'image. On peut faire ça pour n'importe quelle partie du corps humain. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le logiciel, lui, qui permet de visualiser et de simuler, il est gratuit. Donc, on va prendre des exemples. Chirurgie du foie, un cas avec 2 tumeurs localisées dans le foie droit. Diagnostic qui est confirmé. Je peux vous dire que plus de 700 chirurgiens qui sont passés par l'IRCAD ont confirmé ce type de diagnostic. 2 tumeurs dans le foie droit, segment 8, segment 7. On voit ici qu'on simule la pose d'un clip sur la branche du foie droit et aucune des 2 tumeurs, en vert ici, ne sont présentes dans cette zone dévascularisée. Et si je clique sur la branche gauche, dévascularise en virtuel ce foie gauche, ben je vois qu'elles sont dans le foie gauche. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y avait pas de veine paramédiane, il n'y avait pas d'avenue générale Leclerc. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on est face à une variation que l'on n'arrive pas, ne serait-ce qu'à imaginer tellement elles sont loin à droite géométriquement. Ce que je vous montre, c'est pas rare, malheureusement. Dans un tiers des cas, si vous donnez au chirurgien le modèle 3D après son planning opératoire fait par l'image, scanner de base ou IRM, il va changer son planning opératoire au bénéfice du patient. Et ça, on peut le faire non pas pour le foie uniquement, mais pour toutes les parties du corps humain. Alors, je vais vous donner 2 autres exemples. Chirurgie du rein, enfant de 5 ans, diagnostiqué en décembre l'année dernière d'un double néphroblastome. Choix d'équipe, réséquer la moitié du rein droit, retirer la totalité du rein gauche, attendre 6 mois pour faire une transplantation s'il n'y a pas de repousse tumorale. Simulation, on confirme la possibilité d'une néphrectomie partielle sur le rein droit. On voit qu'il reste 50,9% et 34 cc, ce qui est très intéressant. Non, 39 cc, ce qui est très intéressant évidemment. Sur le rein gauche, on voit une variation anatomique, 2 artères, donc c'est pas si rare. On a la possibilité de simuler, et là on se rend compte qu'il reste un tiers de rein gauche fonctionnel, malgré le volume qui semble très réduit, puisque ça fait 17% de volume. C'est un tiers fonctionnel, avec 24 cc. Et quand on fait la somme des deux, on se dit finalement on peut conserver, c'est ce qui s'est passé. Double néphroblastome, double néphrectomie. L'enfant a été opéré en janvier, il a repris l'école en février. Et aujourd'hui, je peux vous dire, on a fait une image il y a un peu moins d'un mois, il va parfaitement bien, on a l'impression qu'il n'a jamais été opéré. Il n'a pas eu de transplantation, il n'a pas eu de dialyse. Dernier exemple, avec cet enfant encore plus jeune de 6 mois, cette fois-ci sur les poumons. J'étais présent sur ce cas, qui est un cas de cours, qui est présenté par un expert qui n'avait pas regardé l'image parce qu'il pensait que ça n'avait pas la peine, c'était un cas facile. On est face à une atrésie pulmonaire qui est diagnostiquée dans le lobe supérieur droit du poumon de cet enfant. Donc le chirurgien va faire une chirurgie mini-invasive pour clamper la branche évidemment supérieure droite et réséquer ce que vous voyez ici en simulation en jaune. Le seul problème, c'est que lorsqu'on simule, on se rend compte que la tumeur n'est pas du tout dedans, enfin que l'atrésie n'est pas dedans. Et voilà la zone qu'on pouvait retirer en format minimum. On a évité typiquement ce qu'on appelle une erreur évitable grave, qui arrive malheureusement assez souvent. Donc, ce sont 3 petits exemples pour vous illustrer le bénéfice potentiel d'avoir le modèle 3D. C'est une évidence en fait.
C'est une évidence, si je vous donne une carte, ça sera plus facile que si je vous donne une photo satellite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, pour pouvoir le réaliser en routine, cette évidence, elle a un autre avantage, elle permet aussi de mieux parler avec le patient. Parce que ce que vous avez vu très simple, je suis sûr que vous avez tout compris, parce que ces images, elles sont simples à comprendre. C'est une évidence. Alors, l'autre avantage, c'est qu'on peut l'amener au bloc, sur sa tablette, sur son smartphone, sur son PC, sur son Mac. On peut le brancher avec les écrans du bloc, on peut même le brancher avec le robot. C'est du plug and play. Et là, on va se retrouver avec un chirurgien qui est assis sur son système de contrôle, comme quand vous conduisez votre voiture, avec l'écran tactile du GPS et un affichage tête haute. Dans la partie supérieure, je vois l'intérieur du patient, dans la partie inférieure, je vois le modèle 3D. Alors, c'est vraiment super, mais on peut imaginer l'avenir. L'avenir, c'est qu'au lieu d'avoir du side-by-side, on va mélanger les deux informations. On va mélanger le virtuel et le réel. Parce qu'au début, je vous ai montré Superman qui voit à travers. Si je mélange les deux, alors je deviens Superman. Je vois à travers. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a développé. Aujourd'hui, ça reste au stade de la recherche, même si ce que je vous montre là avec l'HoloLens, c'est déjà utilisable. Je veux bien que ce soit très clair, l'HoloLens n'est pas l'outil de demain. C'est l'outil actuel pour travailler sur l'outil de demain qui sera beaucoup mieux que ça. Mais c'est un début pour commencer à travailler. Ce qu'on a fait, par exemple, à Strasbourg, je vais peut-être le remonter, ça va passer un peu vite, c'est qu'on est capable de réaliser un recalage temps réel automatique déformable, parce que le patient sur la table, il n'est jamais dans la même position que sur la table de scan. Et s'il est en décubitus latéral, ça fonctionne aussi en automatique. Et ensuite, en laparoscopie, eh bien, on a aussi cette vue en transparence. Là, il n'y a pas besoin de mettre un casque, c'est même contre-productif. Il vaut mieux utiliser la caméra laparoscopique qui me permet de voir beaucoup mieux et de plus près. Mais dans la vue laparoscopique, je rajoute la vue de la tumeur. Aujourd'hui, la précision de ça, c'est 2 mm. Donc on peut imaginer l'avenir avec le couplage au robot, on y travaille. Ce n'était pas le sujet du jour, donc je ne l'aborderai pas. Simplement, on peut bien comprendre que tout ça, ça a un coût. C'est le coût d'une analyse. Ce coût d'analyse, on en reparlera juste après, mais vous voyez bien que ça change complètement notre façon de percevoir l'anatomie qui avant était ces planches d'anatomie. C'était une anatomie moyenne, maintenant on a l'anatomie personnalisée. Et cette anatomie personnalisée, évidemment, est bien préférable à l'anatomie moyenne, puisque là on a une autre variation qu'on connaît à l'avance. Le coût, donc, on y vient, puisque c'était une des questions posées. Combien ça coûte une analyse comme ça? Aujourd'hui, ça coûte 650 € par cas sans abonnement. C'est vraiment trop cher. Donc, on a demandé une prise en charge par l'assurance maladie qui n'a pas été possible. Alors, on s'est tourné vers les mutuelles et les assurances privées. Et elles ont pris en charge. Alors, à partir de 2019, il faut savoir que les assurances crédit mutuelles prendront en charge à 100%, que l'AG2R a annoncé cette semaine, jeudi, sa prise en charge également à 100%, que ça couvre déjà donc en 2019 plus de 10 millions de patients dès le début de l'année, sachant qu'on est en contact avec les autres assurances et que certainement, d'ici la fin de l'année 2019, plus de 50% de la population française sera couverte pour ce genre de modélisation. Donc pour finir, ce bloc de demain, on en a vu pas mal d'images avec les blocs du futur. Ça, c'est le bloc à Strasbourg de l'IHU. Il peut être équipé d'imagerie, il sera équipé, en tout cas c'est certain, d'une imagerie virtuelle qui va permettre de mieux voir le patient. Merci pour votre attention. Le titre technologique, c'est sûr qu'on est assez fasciné par ces images et par cette évolution. On peut faire ça sur tous les organes. Donc c'est vraiment bravo et merci beaucoup. Je crois que vous avez été récompensé quand même par des prix. C'est pas le plus important, mais c'est assez important quand même. Et puis le deuxième sujet, moi, qui me passionne aussi, c'est le remboursement. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Et là, je vais me tourner vers Thomas. C'est un vrai sujet sociétal. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le gadget, hein, parce que l'innovation technologique, il y a le gadget. On est dans le service médical rendu, ce qu'on appelle fort. Et notre système est incapable d'évoluer rapidement pour prendre en charge cette technologie. Et donc c'est ça qu'il faut faire évoluer. Moi j'espère que dans ma loi santé, ma santé 2022, ça sera pris en charge, parce que ça sera réfléchi, parce qu'on est trop lourd. On a une assurance maladie, une HAS trop lourde, et on n'arrive pas à suivre. Donc on est confronté à un problème alors, qui peut poser quand même des problèmes éthiques, parce qu'on confie à l'assurance complémentaire privée, et non plus à l'assurance maladie obligatoire, quand même des choix thérapeutiques, des services médicaux rendus forts. Comment on
un système de santé intègre l'innovation. Mais en tout cas, merci pour votre intervention. J'ai appris deux choses. J'ai appris comment faire un bon PowerPoint qui est bien suivi par tout le monde. Donc, c'est un talent en soi quand on se souvient de nombreux PowerPoints qui sont bien digestes. Et sur les enjeux de l'innovation, vous l'avez souligné sur un point, c'était que, au fond, c'est la manière d'expliquer aux patients. Et pour ce type de décision, j'allais dire, opérer ne pas opérer. Opérer dans quelles conditions, etc. C'est quand on a un doute, effectivement, c'est là où intervient la décision médicale partagée, et c'est là où il y a une possibilité de choix, en présentant les bénéfices et risques de ça. Il y a ce travail-là, beaucoup de gens ont été mis en place, notamment au Canada, aux États-Unis. Ça commence à venir en France. La Haute Autorité de Santé a validé un certain nombre d'outils sur la décision médicale partagée. Et je pense que ce type d'outil, évidemment, participe justement à l'illustration d'un bénéfice ou d'un risque face à tel ou tel acte opératoire, et vient, j'allais dire, transmettre les choix thérapeutiques que peut faire un professionnel de santé de manière simple avec un patient. Mais et vient au fond à donner un outil qui est passionnant à échanger. Autrement, c'est vrai que on va se dire entre nous, les chirurgiens, c'est pas les spécialistes du monde sur les enjeux de la relation patient. Non, ça saurait. Je veux dire, le nombre de patients qui viennent dire, de toute façon, moi je suis chirurgien, je ne parle pas, ils ne me parlent pas non plus. Donc, s'il existe des outils évidemment qui favorisent ça et qui permettent au fond aux professionnels de valoriser ça, de valoriser au fond l'acte chirurgical qui est établi, c'est évidemment sur l'aspect financement. Je vais dire, je vous avoue, là, je ne connais pas du tout les enjeux qui ont fait que, pour l'instant, l'assurance maladie a été réticente de participer à ça. Je ne vais pas me prononcer, mais c'est vrai que c'est un enjeu que ce soit le privé qui le fasse. Et voilà, quoi. Mais je pense que c'est notre responsabilité. La loi La Santé 2022 intègre justement les enjeux d'innovation de santé, a beaucoup fait de l'innovation un enjeu majeur dans ce qui s'est inscrit. Est-ce que ça y participera? Je vous avoue, je ne connais pas du tout les enjeux du débat. En fait, il y a un truc que vous avez dit, un type de surprenant. Bien sûr que si le chirurgien a pour objectif et souhaite communiquer au patient, le point n'est pas du tout là. Comment vous voulez expliquer à un patient une tumeur localisée au bout de la veine paramédiane droite dans le segment 8 sans lui faire un cours d'anatomie? C'est impossible. Donc le problème n'est pas là. Le problème c'est que, un, on n'a pas le temps, et deux, on n'a pas les outils. À partir du moment où les outils, ça change tout. Le médecin au quotidien, non seulement il le fait, mais en plus il est obligé de le faire, je veux dire, même s'il n'a pas envie, mais en l'occurrence il a envie de le faire, il veut que son patient comprenne. Et tout, je pense, je ne sais pas pour les confrères qui sont ici, je pense que c'est une volonté réelle. Simplement, on est face à un problème, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est compliqué. On n'est pas face à un truc simple, c'est compliqué. Donc, tout ce que peut faire l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, de l'imagerie, c'est justement de simplifier cette relation en donnant du temps notamment au clinicien, qui va donc avoir un peu plus de temps pour pouvoir s'en servir, et en lui permettant de fournir ces informations aux patients de façon compréhensible. Parce que le vrai problème de ce qu'on appelle le consentement éclairé, c'est que l'éclairage n'est pas très clair, il est un peu obscur, tout simplement parce que l'anatomie, les pathologies, l'anatomopathologie, c'est obscur. À partir du moment où on arrive à trouver des moyens, par le biais d'outils, de rendre ça plus simple, alors ça changera tout. Et c'est pas un problème de volonté, c'est pas le fait qu'il soit pas fait pour ça, c'est juste que vous n'avez pas les outils jusqu'à présent, les cliniciens, pour le faire. Je pense que c'est ça, c'est un des enjeux du travail, c'est aussi un des enjeux de la formation, on a parlé de formation tout à l'heure, d'arriver à fournir ces outils et à fournir peut-être les clés de langage qui permettront de faciliter ça. Et ça marche peut-être aussi dans l'autre sens, le patient, on l'a vu, par Internet aujourd'hui se forme tout seul, et du coup il apprend pas mal de bêtises. Il y a peut-être aussi un travail à faire pour lui donner des outils à lui aussi, pour ne pas apprendre de bêtises, mais apprendre réellement des choses qui vont lui être positives pour lui, c'est-à-dire lui apprendre les vraies informations et pas des fausses informations qui vont l'entraîner sur des mauvais chemins.